oublie la relation classique prêteur-emprunteur. Ici, on est dans un partenariat. La banque ne vous prête pas de l'argent en attendant de récupérer plus. Non, elle investit avec l'autre partie dans un projet et elle partage les gains, mais aussi les pertes. Et surtout, point crucial, chaque opération financière doit être liée à quelque chose de concret, un bien, un actif tangible. C'est ça le cœur du réacteur en fait. Le capital est toujours connecté à l'économie réelle. L'économie des biens, des services, des choses qu'on peut toucher. L'argent ne sert pas à faire de l'argent de façon abstraite. Il sert à financer des projets bien réels, des entreprises, des maisons, des infrastructures. Bon, la théorie c'est bien beau, mais concrètement, ça donne quoi? Prenons un exemple que tout le monde connaît, peut-être même le plus gros achat de toute une vie. Voilà, on veut acheter une maison. Dans le système classique, on ferait un prêt avec des intérêts. Ici, on utilise un contrat qui s'appelle la Murabarin. Comment ça se passe? C'est simple. D'abord, le client trouve la maison de ses rêves. Ensuite, c'est la banque islamique qui va l'acheter directement. Et tout de suite après, la banque revend cette même maison au client, mais à un prix un peu plus élevé qui a été fixé à l'avance. Le client rembourse ce nouveau prix en plusieurs fois. La différence, c'est la marge, le profit de la banque. Et là, pas d'intérêt, parce que juridiquement, c'est une opération d'achat-vente, pas un prêt d'argent. Et cette logique, on la retrouve aussi dans d'autres produits, comme les soukouk. On les surnomme souvent les obligations islamiques. Mais attention, ce n'est pas tout à fait ça. Un soukouk, ce n'est pas un titre de dette. C'est un certificat de propriété. C'est comme si on achetait une petite part d'un immeuble ou d'une autoroute. Et en tant que copropriétaire, on touche une partie des revenus générés par cet actif. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle n'est plus du tout cantonné aux pays musulmans, loin de là. Il y a un intérêt de plus en plus grand en Occident, et notamment en France. Et ce n'est pas un hasard, il y a derrière des raisons très stratégiques. En Europe, ça s'est fait petit à petit. Le Royaume-Uni a vraiment ouvert la voie. Et puis, la France s'y est mise plus sérieusement à partir de 2007. L'État a commencé à adapter les lois, à bricoler le cadre juridique, par exemple en dépoussiérant un vieil outil juridique, la fiducie, pour pouvoir l'utiliser et permettre des montages comme les soukouks. Mais alors, pourquoi tout cet effort? Les raisons, elles sont surtout économiques. C'est simple, il s'agit d'une part d'attirer les énormes capitaux des fonds d'investissement du Golfe ou d'Asie qui ont besoin de placements conformes à leurs principes, et d'autre part, c'est une façon de diversifier l'offre, de rendre la place financière de Paris plus attractive, plus compétitive sur la scène mondiale. Au final, si on met de côté l'aspect religieux, ce qui attire vraiment le cœur du truc, c'est ce lien forcé, obligatoire, avec l'économie réelle. On entend souvent critiquer la finance pour son côté déconnecté, spéculatif. Eh bien là, on a un modèle qui, par définition, est basé sur des choses concrètes et sur le partage du risque. C'est une perspective radicalement différente. Et tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus large. Au-delà de ses origines, est-ce que ces principes, le partage du risque, la transparence, le lien avec des actifs réels, ne pourraient pas en fait être une source d'inspiration?